encouragement pour l'industrie nationale d'organiser en partenariat avec un grand nombre de structures, la FAS, l'IESF, mais aussi l'association Bernard Grégory, ces rencontres qui sont aujourd'hui organisées sous format webinaire, donc en ligne, et qui sont des rencontres pour le développement de la science et de l'innovation au service des transitions, avec une particularité qui est la nôtre depuis le début de ces PDSI. Ces PDSI, c'est vraiment la mise en lumière de grands scientifiques, de scientifiques qui nous apportent leur savoir, qui nous aident à transmettre et à comprendre les innovations, les recherches, les travaux qui sont les leurs. Et depuis environ 5 ans maintenant, ces PDSI nous permettent à nous tous parfois un peu dépourvus de connaissances ou pas suffisamment au fait de ce qui se passe dans le monde scientifique. Eh bien, ça nous permet de l'appréhender, de le connaître, de partager ces savoirs de grands scientifiques. Et puis, avec une attention toute particulière, nous veillons à ce qu'il y ait des regards croisés avec le plus grand nombre de participants possible, physiquement lorsqu'on le peut à l'hôtel de l'Industrie, place Saint-Germain-des-Prés à Paris, puisque ces rencontres ont jusqu'à présent, depuis 5 ans, été organisées en présentiel. Et puis, effectivement, et c'est à la fois le bonheur et une des conséquences de ce confinement que nous avons pu vivre cette année exceptionnelle 2020, eh bien, nous lançons maintenant cette formule en format digital avec la possibilité de suivre ces conférences en ligne. Et nous sommes heureux, avec vous tous là, qui commencez à nous rejoindre, à participer à ces webinaires. Eh bien, nous sommes heureux de proposer maintenant au plus large public, au plus grand nombre, ces possibilités de converser. Alors, aujourd'hui, pour converser, juste un tout petit mot sur la méthode. Eh bien, n'hésitez pas à poser vos questions, mettre en ligne vos réactions, vos commentaires. Et nos deux intervenants d'aujourd'hui, que je vais vous présenter tout de suite, eh bien, auront le bonheur de pouvoir répondre très, très directement à l'issue de leurs interventions. Et nous aurons donc, et on l'espère, vos questions, vos commentaires, vos réactions. Mettez-les dans la conversation de ce webinaire et nous veillerons vraiment à répondre, à poser les questions en deuxième partie de cette rencontre. Alors, immédiatement, eh bien, vous rappelez que nous sommes aujourd'hui en présence non seulement d'un grand scientifique, qui est Monsieur André Fougeroux, qui va nous tout simplement ouvrir le jeu et nous apporter ces éléments d'information, de connaissance et aussi les dernières attentions qui sont les siennes du point de vue de la science sur ce sujet des abeilles. Il va nous dire de quelle façon eh bien, ce sujet est ô combien un sujet important, intéressant, et pour nous les hommes, comment vivre et comment cohabiter, et de quelle façon on le fait ou on ne le fait plus avec les abeilles. Et il y a également un regard croisé, une intervention aujourd'hui exceptionnelle, et nous sommes aussi extrêmement heureux d'accueillir avec nous Monsieur Arnaud Montebourg. Monsieur Arnaud Montebourg, vous le savez, non seulement peut-être avocat de formation très connu, mais aussi ancien député de Saône-et-Loire et aussi ancien ministre du redressement productif du numérique et de l'économie, et qui aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, a ouvert une nouvelle vie avec ce sujet des abeilles au cœur. Alors évidemment, M. Montebourg, vous nous direz tout à l'heure pourquoi, comment et de quelle façon aujourd'hui ce sujet des abeilles eh bien, est un peu au cœur de votre engagement et de votre vision et de votre action. Et en tant qu'entrepreneur, comment les choses s'articulent de votre point de vue, avec aussi donc ces enjeux qui sont les enjeux à la fois socio-économiques, environnementaux, mais aussi technologiques, techniques et scientifiques. Alors, immédiatement, si vous le voulez bien, Monsieur André Fougeroux, je vous donne la parole. Vous avez une petite demi-heure pour nous transmettre tout ce qui vous paraît intéressant, utile
pertinent et si parfois un peu iconoclaste, surtout n'hésitez pas. Nous sommes là pour tout nous dire. Nous sommes sans tabou, bien au contraire. Et Monsieur Montebourg n'hésitera pas derrière à intervenir pour vous faire part non seulement de la réaction à votre exposé, mais aussi sa propre vision sur ce sujet. Et vous tous, public, et bien participants à notre webinaire, n'hésitez pas à porter vos jugements, vos questions, vos attentions. On est à votre disposition avec deux grands intervenants vraiment passionnants aujourd'hui pour y répondre. À vous, Monsieur Fougouet. Merci, merci d'être avec nous. Peut-être vous commencez par vous présenter un instant. Et là, oui. Voilà. Alors, prenez la main. Vous prenez voilà. la main. Et je rappelle à tous nos amis qui nous rejoignent qu'il faut éteindre vos micros et vos caméras. Voilà, comme ça, on ouvre le jeu et on laisse la parole à Monsieur Fougouet. Bon, j'espère que vous voyez bien mon écran déjà. Les questions techniques. Simplement, je vais rectifier un petit peu par rapport à la présentation très généreuse que vous venez de faire et je vous en remercie. C'est que je suis de moins en moins, je pense, un grand scientifique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de sujets et les abeilles en font partie sur lesquels j'ai beaucoup de doutes. Voilà. Donc, mon côté grand scientifique, on va le laisser de côté. Simplement, j'ai pas mal travaillé autour des abeilles dans ma carrière. Je suis passionné d'insectes en général, mais d'apiculture depuis récemment. Je suis effectivement membre de l'Académie d'agriculture et je suis un petit apiculteur très modeste du sud-est de la région parisienne, Fontainebleau pour être tout à fait exact. Voilà, donc ce dont je voulais vous entretenir, c'est cette question de la cohabitation entre les hommes et les abeilles. Et cet exposé est intitulé « Une cohabitation nécessaire et exigeante ». Alors, j'essaye de faire passer mes slides. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais simplement préciser que je vais surtout parler d'abeilles mellifères, donc de l'abeille mellifère, puisque c'est une seule espèce. Mais il faut savoir qu'il y a des tas d'autres abeilles, ce qu'on appelle plus généralement abeilles, qui sont sauvages et que l'on connaît de par le monde. Parmi celles-ci, il y a quelques noms qui vous sembleront certainement familiers. Vous avez le bourdon, par exemple, les bourdons, d'une manière générale, qui sont des sauvages qui commencent à être domestiqués. Vous l'avez ici en bas à droite sur votre écran, ce bourdon qui est domestiqué en fait pour polliniser les fleurs de tomates. Vous avez des tas de petites abeilles qui sont microscopiques. Ici, vous avez une petite andrène qui est sur une fleur de bryone. Alors, pour ceux qui connaissent la bryone, c'est une fleur qui est toute petite. Et donc, vous voyez que la taille de l'abeille est extrêmement petite aussi. Et puis, je vous ai mis à gauche en bas la plus grosse abeille que l'on ait en France, qui est l'abeille charpentière. Donc, vous pouvez, en ce moment, on en trouve assez régulièrement dans les milieux où elle trouve les fleurs qui lui conviennent. Voilà. Et puis, il y a des tas d'autres formes de ces abeilles sauvages. En France, au total, on a un petit peu moins de 1000 espèces d'abeilles. Et donc, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est celle que tout le monde connaît, qui est le mellifère, ce qu'on appelait autrefois la mouche à miel. L'abeille mellifère, on n'a qu'une seule espèce qui est Apis mellifera. Il y a deux espèces proches dans le monde, notamment une qui s'appelle Apis cerana qu'on va trouver plutôt en Asie. Il y a différentes autres espèces, mais celle qui est la plus intéressante en termes de production de miel, c'est Apis mellifera. Et donc qui a été exportée à peu près partout dans le monde de façon à améliorer les productions de miel. Et c'est une abeille qui a accompagné notamment beaucoup les missionnaires, puisque les missionnaires, quand ils partaient en mission, ils avaient besoin, entre autres, d'avoir des cierges, de faire des cierges. Et la source de cire pour ces cierges venait de l'abeille. Et donc, en général, ces missionnaires, lorsqu'ils partaient à l'étranger, emmenaient avec eux leur colonie d'abeilles.
Il y a plusieurs sous-espèces d'Apis mellifera et c'est pour ça que des fois on entend parler d'abeilles caucasiennes, d'abeilles italiennes, d'abeilles carnoliennes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il faut savoir que la plus productive, c'est l'abeille noire européenne, et donc avec différentes sous-races qui sont adaptées, sous-espèces plus exactement, qui sont adaptées aux différentes régions d'Europe et d'Afrique du Nord. Alors, toutes les races d'abeilles sont utilisées pour, d'une part, la pollinisation des cultures, hein, qui est une activité assez importante, la production de miel, bien évidemment, que tout le monde connaît, la production de cire, comme je l'ai cité tout à l'heure, mais vous avez aussi des productions qui sont un peu plus modestes, on va dire, mais qui peuvent, pour certains, être tout fondamentales. La production de produits qui est utilisée notamment dans un nombre de composés thérapeutiques, la production de gelée royale, que l'on trouve aussi dans certains magasins, et la production de venin, puisque une activité qui a un certain écho en Europe, c'est l'apithérapie, c'est-à-dire l'utilisation du venin d'abeille pour soigner certaines pathologies. Alors, un point que je voulais signaler, c'est qu'on a tendance à souvent confondre, et malheureusement ça m'arrive aussi, la ruche et la colonie. Alors, la ruche, en fait, pour un apiculteur, c'est la boîte. C'est la boîte dans laquelle on va mettre les abeilles. La colonie, c'est l'ensemble des abeilles qui vont être dans cette ruche. Voilà, c'est juste pour bien préciser les choses. Alors, une ruche, en général, c'est composé d'un corps de ruche, c'est-à-dire c'est la partie inférieure dans lequel se trouvent la plupart des abeilles, et notamment où s'installe la reine en général, et tout son cortège d'accompagnantes qui vont être là pour… la reine est là pour pondre des œufs. Ces œufs vont donner des larves, et ces larves vont donner ce qu'on appelle un couvain. Alors, vous avez ici une plaque que l'on trouve dans une ruche, hein. Donc, vous avez le couvain qui est cette zone ici qui est en marron clair, si je peux dire. Vous avez une petite zone ici de pollen, hein, dans laquelle les abeilles stockent le pollen qu'elles ramènent, qui va servir à nourrir les larves. Enfin, elles en font une pâte qu'on appelle le pain d'abeille, qui va servir à nourrir les larves de ce couvain. Et puis autour, ici, vous avez une zone qui est un peu plus grisâtre, qui est en fait la réserve de miel. Voilà. Donc une plaque, un cadre d'abeilles, un cadre de ruche, pardon. Voilà à peu près sa conformation. Ces larves ici vont, grâce à la nourriture qui leur a été fournie, vont se développer et vont redonner des adultes. Donc c'est comme ça que la colonie se développe. En général, une abeille vit à peu près 45 jours. Une abeille, une ouvrière classique, vit à peu près 45 jours. Il faut savoir qu'il y a des abeilles d'hiver, et c'est celles-ci qui, en général, sont les plus fragiles. Des abeilles d'hiver qui vont passer tout l'hiver et qui vont avoir une durée de vie qui peut durer jusqu'à 6 mois. Enfin, grosso modo, du mois d'octobre, enfin, en tout cas pour les régions nord de la France, du mois d'octobre jusqu'à pratiquement au mois de février-mars. Donc, ces abeilles d'hiver sont la partie un peu à préserver, puisque c'est elles qui vont permettre la conservation de la colonie d'abeilles pendant la mauvaise saison, la période hivernale, et donc c'est le point un peu sensible dans les élevages d'abeilles. Alors donc ça, je vous ai présenté un cadre, le couvain au milieu, le pollen, pain d'abeille et le miel. Dans une ruche, alors il y a différents modèles, mais bon, la grande majorité des apiculteurs utilisent des ruches avec 10 cadres, comme je viens de vous présenter. Et donc ça, c'est ce que je vous dis, le corps de ruche. La reine, juste pour préciser, pour que tout le monde le sache, la reine, il n'y a qu'une seule reine dans une ruche. Il peut y avoir beaucoup d'ouvrières, alors ça varie, les nombres varient, mais une ruche qui fonctionne bien a autour de 40 000 abeilles, en grosso modo, à l'intérieur. Et il y a quelques mâles, en général un nombre assez faible, parce que ces mâles ne sont pas très utiles dans la ruche. C'est plutôt des consommateurs et qui ne font pas grand-chose, si je peux dire, si ce n'est que probablement ils régulent les phéromones à l'intérieur de la ruche. Mais ils ont surtout un rôle de reproduction, puisque quand la nouvelle reine va apparaître, elle va être fécondée par ces mâles que de temps en temps on appelle les fourbeaux.
Alors, pour être plus dans la partie économique excusez-moi, dans la partie économique de la production, enfin du miel en France, la consommation de miel en France, c'est entre 40 et 45 000 tonnes, grosso modo. C'est relativement stable si on en croit les interventions sur cette consommation. C'est une consommation qui est relativement stable. Elle est concurrencée très sérieusement par les confitures d'une part et les pâtes à tartiner d'autre part. Ensuite, la production de miel en France, elle a varié entre 10 000 et 35 000. L'année dernière a été une très mauvaise année, l'année 2019. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas les chiffres officiels, mais on parle de 10 000 tonnes, donc ce qui est très faible par rapport à la consommation que l'on en fait. Et puis, l'année record qui est citée, c'est 35 000 tonnes en 1995. Donc, si on regarde après, il y a des grandes fluctuations d'une année sur l'autre, puisque vous voyez qu'en 2018, qui a été une très bonne année, on est autour de 27 000 tonnes de production. Le nombre de colonies en France, il y a 1 471 000 colonies, donc ils sont répertoriés dans les inventaires officiels. Et sur ces 471 000, on n'en a que un petit peu moins de 1 million qui sont en production. C'est-à-dire que vous avez à peu près 400 000 colonies qui servent en fait à la régénération du cheptel. Ce qui est énorme en fait d'avoir un tiers des colonies qui sert simplement à la régénération du cheptel. Et là, bon, sur la dernière année, enfin sur 2018, sur les chiffres 2018, on avait seulement 64% des colonies qui étaient en production de miel. Le nombre de producteurs, il a augmenté. Il augmente régulièrement ces dernières années. On est à 56 000 producteurs, mais on a eu des pics à 75 000 producteurs. Donc, ça a baissé. Puis là, c'est en train de remonter légèrement. Il y a à peu près 1700, excusez-moi, à chaque fois que je bouge ma souris, il y a à peu près 1700 professionnels, enfin un peu moins, autour de 2000, on va dire. Les professionnels qui produisent 40% de la production. 92% des apiculteurs ont moins de 50 ruches. Et les apiculteurs qui ont plus de 50 ruches produisent à eux seuls 77% de la production nationale de miel. Le prix du miel chez les apiculteurs en vrac, alors je vous donne, c'est un ordre de grandeur, c'est environ 5 € le kilo. Et juste, je vous fais un petit clin d'œil, les gros producteurs mondiaux de miel, ce sont les Chinois, qui vendent du miel à autour d'un peu moins de 2 €. Donc, vous voyez qu'il y a une concurrence internationale qui est extrêmement forte. Bon, les miels ensuite se répartissent en différentes catégories. Vous voyez que le miel toute fleur représente un bon quart de tous les miels produits. La production mondiale de miel depuis 1961 a considérablement augmenté. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, c'est des chiffres que j'ai de FAO Stat qui en fait montent jusqu'en 2010, grosso modo. En 2010, on était à 1 500 000 tonnes produites dans le monde et on parle pour 2018 de 1 800 000 tonnes. Donc, vous voyez que la production a considérablement, s'est accrue considérablement entre 1960 et 2018. Pays producteurs, alors là, c'est des chiffres, c'est des ordres de grandeur que je vous donne. La Chine représente à peu près 400 millions de tonnes. L'Europe, environ 150 millions de tonnes. 150 000 tonnes, excusez-moi, 400 000 tonnes pour la Chine, 90 000 la Turquie, l'Ukraine 80 000 à peu près, l'Argentine 80 000. Vous avez là les grands pays producteurs de miel dans le monde. Le rôle des abeilles, ce n'est pas que le miel, c'est aussi la pollinisation et on a 80% des plantes qui sont pollinisées par les abeilles. Bon, je vous ai mis quelques exemples ici que vous avez souvent sur vos tables, les fraises, les melons, les pommes, etc. 35% de l'alimentation humaine au niveau mondial dépend des abeilles, dépend de cette pollinisation, de ce service rendu par les abeilles. Toute abeille confondue, il y a l'abeille mellifère et les abeilles sauvages, bien évidemment. Ce qui représente, ça a été chiffré en 2008 par des chercheurs de l'INRA, par M. Gallet.
qui a estimé qu'au niveau mondial, ça représentait à cette époque-là, alors ça a dû être réévalué depuis, mais 153 milliards d'euros au niveau mondial, ce qui est loin d'être négligeable, à peu près 3 milliards d'euros au niveau européen et 2 milliards d'euros au niveau national. Il faut savoir que les abeilles contribuent à un pôle sur lequel on peut être fier d'être leader mondial, c'est que la France est le premier exportateur mondial de semences, et c'est en partie grâce aux abeilles. Alors, pourquoi les abeilles sont très intéressantes pour la pollinisation? Je vous ai mis ici des photographies que m'avait passées mon ami Bernard Vestiaire, où vous voyez différents grains de pollen. Ça, c'est du pollen de différentes plantes. Et vous voyez qu'il y a certains grains de pollen qui sont absolument hérissés, qui vont venir se loger dans les poils des abeilles. Et donc, les abeilles, en allant de fleur en fleur, en fait, collectent le pollen d'une part et le relarguent sur les fleurs suivantes d'autre part. Mais on voit qu'il y a certains pollens, comme le pollen que vous voyez intitulé F ici, qui est un pollen de maïs, qui est un pollen complètement lisse, et donc en fait, les abeilles peuvent le collecter. Et elles n'ont pas du tout la pollinisation, puisqu'il ne s'accroche pas, le fait qu'il soit lisse, il ne s'accroche pas ou très peu dans les poils des abeilles. Et en fait, quand on voit la biologie du maïs, le maïs n'a pas besoin des abeilles pour se polliniser. Donc on voit que les plantes qui ont besoin d'abeilles ont développé des pollens qui sont tout à fait adaptés à ce transport par les poils d'abeilles, alors que celles qui n'en ont pas besoin, le maïs est essentiellement pollinisé par le vent, en fait n'ont pas ces ornementations qui permettent le transport. Alors, en France, si on fait le bilan, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, c'est l'utilisation du territoire français. On cultive à peu près 16 millions d'hectares. Sur les 16 millions d'hectares, vous avez 7 millions d'hectares de céréales et 3 millions d'hectares de maïs qui n'ont pas du tout besoin de pollinisation par les insectes ni par les abeilles. Et ensuite, vous avez la vigne qui n'a pas besoin non plus, la betterave qui n'en a pas besoin, la pomme de terre. Voilà, toutes ces cultures-là, qui représentent quand même des surfaces non négligeables sur le territoire français, n'ont pas besoin d'abeilles pour se polliniser. Elles sont essentiellement soit des pollinisations internes, soit des pollinisations par le vent. Par contre, les cultures qui ont besoin de pollinisation par les abeilles, c'est le colza. Donc, on a 1 500 000 hectares, alors ça a beaucoup baissé, on est plutôt à 1 million maintenant, mais a besoin des abeilles à peu près à 25% pour sa pollinisation. Le tournesol a besoin de pollinisation à peu près à hauteur de 20%. Et vous voyez que les cultures qui ont vraiment besoin d'abeilles, c'est les fruits essentiellement, puisque ça varie suivant les fruits entre 65 et 95% de besoin de pollinisation par les insectes. Les productions de semences, qui est 95% utilisent les services des abeilles, et puis les haricots, vous voyez que c'est très faible. Enfin, donc voilà. Donc en fait, au total en France, sur les 16 millions d'hectares qui sont cultivés, il y a 2 400 000 hectares qui ont vraiment besoin d'un service de pollinisateur. Alors ça peut expliquer en partie que certains agriculteurs ne se sentent pas vraiment concernés par les abeilles, puisque pour ceux qui font des céréales, du maïs, de la vigne, etc., les abeilles ne contribuent pas directement à leur production. Alors, les abeilles, quelle est la situation? D'abord, je voudrais commencer par 2 idées reçues qu'on trouve régulièrement dans la presse et qui sont malheureusement complètement fausses. La première, c'est une phrase qu'on aurait attribuée à Einstein qui dit « Si l'abeille disparaît, l'homme n'aura plus que 4 ans à vivre ». Alors, bon, Einstein était un très grand physicien, mais on n'a pas écho qu'il soit intéressé jamais aux abeilles. Et surtout, on ne voit pas comment il aurait calculé. En fait, c'est une phrase qui a été inventée, qui a été reprise par la presse et par les médias en général, mais qui est complètement erronée. Le deuxième truc que l'on voit assez régulièrement, c'est les Chinois, les femmes abeilles, comme ils disent, qui pollinisent à la main les vergers. Alors, c'est pas du tout en raison de la disparition des insectes, comme souvent on veut bien nous le dire. C'est simplement que dans cette vallée qui est connue pour sa production de poiriers et de poires de qualité, une seule variété est implantée, elle n'est pas autopollinisatrice, et donc on a besoin d'une pollinisation manuelle pour produire ces poires. Donc ça, c'est aussi des fausses nouvelles que l'on peut trouver régulièrement dans les médias
et contre lesquels on se bat. On essaye de rectifier la vérité, mais ce n'est pas facile. Alors, est-ce que les abeilles disparaissent? Alors, il faut savoir que dans le monde, les populations d'abeilles domestiques, entre 1960 et 2010, ont augmenté de 45%. Si on regarde, si on va un peu plus loin, ces abeilles ont augmenté de 65% au niveau mondial, avec une très grosse croissance en Asie. Énormément un développement du nombre de colonies d'abeilles dans les pays asiatiques. L'Afrique a légèrement augmenté aussi, son nombre de colonies, légèrement l'Amérique du Sud, pas beaucoup l'Amérique du Nord, on voit que c'est plutôt même légère régression. Et puis, vous avez ici l'Europe. Alors, c'est l'Europe au sens élargi, c'est-à-dire ça va jusqu'à l'Oural, grosso modo, où on a une chute qui se situe ici dans les années 90, grosso modo. Et en fait, c'est une chute. Alors, on pourrait dire, qu'est-ce qui s'est passé, catastrophe écologique, etc. Pas du tout. C'est essentiellement expliqué par la chute du mur de Berlin, l'arrêt du communisme dans les pays de l'Est, qui en fait a entraîné, à l'époque du communisme, l'apiculture était une des rares activités économiques, si je peux dire, qui était ouverte à tout le monde. Et donc, et le jour où le communisme s'est effondré, en fait, l'intérêt de ces ruches a beaucoup baissé. Et cette chute que l'on observe là, c'est essentiellement une chute des colonies dans le bloc de l'Est. Sinon, en Europe, sur 41 pays d'Europe, donc c'est encore une fois l'Europe assez élargie, entre 2005 et 2006, on est passé de 22 millions de colonies à 24 millions. Je pense que ça a encore augmenté depuis, mais je n'ai pas de chiffres. Donc, on voit qu'il n'y a pas de menace de disparition d'abeilles. Ce n'est pas une espèce qui est en voie d'extinction. Si on regarde en France, donc on a le nombre de colonies, alors j'ai différentes sources, mais le nombre de colonies, c'était 1 350 000 en 1995. Et on est actuellement, en 2017, on était à 1 340 000. On est passé à 1 400 000 en 2018. Donc là aussi, en France, le nombre de colonies n'est pas, les colonies ne sont pas en voie de disparition. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas quand même compliqué de faire de l'apiculture. Et notamment, on a quand même une question qui est compliquée à résoudre, pour laquelle on a du mal à savoir ce qu'il faut faire. Ce sont les mortalités, notamment les mortalités hivernales. Une mortalité, les ruches sont comme tous les organismes vivants. Les colonies sont, on admet une mortalité naturelle ou acceptable par les apiculteurs qui se situe en dessous de 10%. En Europe, on a des situations très variables et là, je vous ai repris une carte d'un rapport qui a été mandaté par l'Europe et qui était un suivi qui s'appelait EpiLobby, où on voit qu'on a des mortalités hivernales qui sont très fortes dans les pays du Nord, puisque ça va de, vous voyez ici en Belgique, je crois que c'était 33%, 28%, etc. On est plutôt on est autour des 30% en mortalité hivernale, ce qui est colossal. On a une situation moyenne de l'Europe où on était en mortalité hivernale plutôt autour d'une quinzaine de pourcents, entre 10 et 15%. Et puis, on voit le sud de l'Europe où là, on est sur des mortalités qui sont plutôt inférieures à 10%. Donc, des situations beaucoup plus satisfaisantes. Alors, ceci dit, en France, si on prend les mortalités hivernales, elles varient beaucoup d'une année sur l'autre. Et on a malheureusement des années où on est à 30%, ce qui est énorme, et des années où on tournait autour de 13%. Juste pour vous donner, l'hiver 2017-2018, on avait 29,4%, mais je crois que M. Montebourg a des chiffres pour 2018 qui sont encore plus importants. Alors, les mortalités d'abeilles, il y a beaucoup de causes qui sont possibles. Il y a la pression sanitaire. Les abeilles, comme tout organisme vivant, subit des pressions de virus, de parasites, qui vont affecter le développement des colonies, voire les mettre en danger. Il y a des problèmes de génétique. Comme je vous ai dit, il y a des races d'abeilles et il y a eu des tas de mélanges et ça continue. Vous pouvez acheter des reines d'abeilles venant d'un peu partout dans le monde. Et ça pose des questions sur le fonctionnement, sur l'adaptation de la génétique
utilisée aux conditions climatiques et aux conditions de ressources nutritionnelles. La pratique agricole, bon, ça pose aussi des problèmes. Les monocultures, qui posent des questions sur la diversité alimentaire, on en parlera plus en détail. Les pesticides, qui posent des questions avec un certain nombre de cas d'intoxication qu'il faut gérer. Des pratiques agricoles qui, des fois, ne sont pas faciles à connaître. Enfin, moi, je pense qu'en tant qu'apiculteur, je fais de temps en temps des erreurs, malheureusement. Ce que j'ai dit, les importations de rennes qui quand même posent des questions. On a eu des problèmes avec les cires, la qualité des cires, puisqu'on achète des cires pour garnir les ruches. Et on a eu des cas de cires qui n'étaient pas du tout de bonne qualité. Les problèmes environnementaux, on en parlera sur les ressources alimentaires. Moi, ça me semble être un problème sérieux en France, en tout cas. Et puis, depuis quelque temps, quand même, des variations annuelles du climatique, et notamment des périodes de sécheresse. Juste pour vous dire, 2019, où on a eu ce gros coup de chaud au mois de juillet, ça a posé quand même un certain nombre de problèmes sur la survie des colonies. Les abeilles, je vous ai dit, elles ont besoin de deux choses. Elles ont besoin, pour leur alimentation, de pollen qui va leur fournir les protéines, plus les vitamines, plus les lipides. Donc ça, c'est ce qu'elles collectent sur les fleurs et sur l'abeille. C'est une boule de pollen qui est mélangée avec un petit peu de miel, donc une espèce d'amalgame qui va servir à nourrir ses larves. Et puis, vous voyez sur son corps ici un certain nombre de grains jaunes qui sont en fait des grains de pollen qui sont collectés au fur et à mesure de ces butinages et qui vont servir à la fécondation des autres fleurs, c'est-à-dire à la pollinisation. Et puis, la deuxième chose dont elle a besoin, c'est du nectar. Alors, vous avez ici une coupe d'une fleur de colza avec les deux glandes nectarifères. Et vous voyez ces deux gouttelettes de liquide sucré qui, en fait, lui apportent les sucres et qui vont lui servir à toute son énergie pour son activité et notamment pour son activité de vol. Les ressources, les colonies ont besoin de 30 à 50 kg de pollen par an, une colonie d'abeilles, pour se développer normalement. Elle a besoin de 100 kg de nectar, essentiellement des sucres et de l'eau. Et surtout, elle a besoin d'une ressource diversifiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, une colonie d'abeilles ne va pas se développer correctement si elle n'a qu'un seul type de pollen, par exemple. Donc, il y a besoin aussi d'une certaine diversification de façon à compléter l'ensemble de l'alimentation. Et ce qu'on s'aperçoit dans le milieu, en tout cas français, c'est qu'on a un appauvrissement de la flore avec beaucoup de pertes de ressources en pollen et en nectar et des déséquilibres nutritionnels qui se produisent dans les colonies. Alors, je suis désolé, c'est un très fan, mais c'est pour vous montrer l'évolution du paysage français. Bon, grosso modo, plus la carte est verte et plus vous avez des zones de prairies. Donc, les prairies, c'est les milieux stables dans lesquels il y a un certain nombre de fleurs qui sont intéressantes pour les abeilles. Et vous voyez qu'entre 1970 et 2000, vous voyez la disparition des prairies qui font que toutes ces ressources qui étaient relativement stables pour les abeilles, qu'elles soient sauvages ou qu'elles soient domestiques, considérablement diminué dans le paysage français. Alors, j'ai essayé de faire des graphiques de la production de miel. Voilà, vous avez la production de miel entre 1961 et 2018. Alors, une première constatation, c'est que c'est une production qui est en dents de scie. On voit qu'il y a des grosses fluctuations, même il y a très longtemps, on avait des fluctuations importantes. On a eu un pic qui était dans les années 1995, et puis avec une décrue assez importante, puisque vous voyez qu'on est passé de 35 000 tonnes à autour de 10 000 dans les années 2014. 2014 a été une annus horribilis, avec une très mauvaise production, qui a été une année désastreuse pour tous les insectes d'ailleurs, puisqu'il a fait, si vous vous souvenez, assez froid pendant le printemps 2014. Et on retrouve des productions, donc 27 000 tonnes à peu près, en 2018. Donc, vous voyez des grosses fluctuations. Dans les changements de paysage français, jusqu'en 1980, le tournesol n'existait pas en France, pratiquement pas. Il n'y avait que quelques hectares, c'était une culture inexistante. Et puis, elle a eu un boom dans les années 90, qui ont beaucoup profité à des régions où il n'y avait pas de ressources mellifères très importantes pendant l'été.
Et beaucoup d'apiculteurs ont fait et continuent à faire d'ailleurs du miel de tournesol de manière plus ou moins importante d'une année sur l'autre. Une autre culture qui est complètement apparue, qui n'existait pas dans les années 60, c'est le colza. Le colza, on est passé de très peu d'hectares à 1 500 000 hectares. Alors là, c'est en train de rebaisser en ce moment. Mais on est passé par un pic très important de production de colza qui sert quand même au démarrage des abeilles, puis c'est une des premières masses florales importantes au printemps. Toujours notre production de miel. Et qu'est-ce qui a changé aussi? C'est la disparition, les haies. Les haies, on est passé, alors je ne vois pas bien, il faut que je change, voilà, je vais faire comme ça. Voilà, les haies, nous sommes passés de un petit peu moins de 2 millions d'hectares de haies à environ 600 000 hectares. La luzerne, on est passé aussi de 1 700 000 hectares de luzerne à 300 000. Le trèfle violet, on est passé de 600 000 hectares de trèfle à quasiment rien. Donc, vous voyez qu'il y a eu des changements colossaux dans le paysage français et dans les sources d'approvisionnement des abeilles. Et puis, ici, vous avez les prairies permanentes. On était, alors il faut multiplier par 10 par rapport à mon échelle, à peu près 14 millions d'hectares de prairies permanentes et on est à 10 millions. C'est-à-dire qu'on a perdu un tiers des prairies permanentes en France. Donc ça entraîne forcément une diminution de la diversité alimentaire. Et ça, c'est, à mon avis, un problème majeur. On pourrait rajouter l'artificialisation des sols en France qui n'aide pas du tout le développement d'un certain nombre d'organismes et en particulier des abeilles. Les causes parasitaires de mortalité, les abeilles sont attaquées par certains parasites et le plus important au niveau mondial, enfin je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, c'est ce petit acarien que vous voyez ici, qui est un destructeur. Vous voyez bien ce que ça veut dire. En fait, il se fixe sur les abeilles. Vous avez ici une abeille avec un varroa qui est sur le thorax. Et ensuite, il va se laisser tomber dans les cellules larvaires, dans les cellules dans lesquelles les larves d'abeilles se développent. Et ils vont se laisser tomber et ils vont ponctionner l'hémolymphe de cette larve d'abeille. Ils vont en même temps lui transmettre un certain nombre de virus, ce qui fait que ces larves d'abeilles vont être affaiblies ou virosées. Et ici, vous avez par exemple deux abeilles, une qui a l'air normale et une qui porte un virus qui s'appelle le virus des ailes déformées, où vous avez ici une déformation des ailes qui fait que cette abeille-là, elle est condamnée. Donc le varroa, c'est un très grand problème et les apiculteurs utilisent pour lutter contre le varroa des produits vétérinaires, dont la plupart enfin les plus fréquents sont des produits de type insecticide, neurotoxiques, donc qui vont être toxiques pour le varroa et pas trop toxiques pour l'abeille. Et en fait, c'est cette différence qui permet de débarrasser les abeilles de leur population de varroa. Le problème, c'est que vous voyez qu'il y a très peu de solutions. Il y a trois molécules et que le fait de les utiliser, on les utilise tous les ans, enfin pour la plupart. Et donc, on se retrouve avec des risques d'apparition de résistance. Il y a déjà des résistances de varroa qui résistent à ces produits-là. En complément, on peut utiliser des acides organiques, l'acide formique et l'acide oxalique, qui sont des produits à manipuler aussi avec précaution, parce que ce sont des acides qui sont quand même assez, en tout cas l'acide oxalique est assez difficile à manipuler. Et donc voilà, juste pour vous dire que la lutte contre le varroa, c'est un problème sérieux auquel les apiculteurs ont des recettes, mais qui ne sont pas des recettes d'abord de longue durée, ça c'est la première chose, et qui ne sont pas toujours faciles à manipuler. Monsieur Fougerou, je vous indique juste que nous avons encore 3 minutes peut-être pour la fin de votre exposé. Et cela vous permet… Alors, je vais aller très vite avec le frelon asiatique, on en parle beaucoup. Très honnêtement, il est surtout embêtant pour les apiculteurs amateurs, enfin ceux qui ont peu de colonies, et parce que en fait, il tétanise, si je peux dire, la colonie. C'est pas tellement sa prédation qui est gênante, mais il tétanise la colonie qui en fait n'ose plus sortir. Et en 2018, par exemple, on a eu des grosses, en tout cas dans ma région, des grosses attaques de frelons, et on est reparti, j'ai l'impression cette année, pour avoir la même chose, des grosses attaques de frelons sur les colonies d'abeilles.
Et ça, c'est vraiment une bestiole qui n'est pas facile à gérer pour les amateurs. Ça concerne moins les professionnels. Une bestiole que l'on attend en Europe, qui est le petit coléoptère des ruches, qui est un petit insecte que vous voyez ici, qui arrive en Italie. Et on espère qu'il va rester en Italie et qu'il ne va surtout pas rentrer en France. Les pesticides, donc ça a été un gros débat, hein, le risque pesticide, qui est exact. Hein. Enfin, je pense qu'il faut faire attention à la façon d'utiliser les pesticides par rapport aux abeilles. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, beaucoup d'agriculteurs ont pris conscience et c'est tant mieux, de ces risques-là, et qu'on a très peu de mortalité aiguë, en fait, des intoxications qu'on avait fréquemment il y a encore quelques temps. Où on avait des colonies d'abeilles qui étaient complètement décimées. Alors, ça arrive encore, malheureusement. Mais en fait, ce sont des cas très, très rares et tant mieux. Ensuite, il y a eu toute la discussion sur les néonicotinoïdes. Alors, les néonicotinoïdes ont été interdits en septembre 2018. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, globalement, l'idée derrière les néonicotinoïdes, c'est que le pic de 1980, les néonicotinoïdes sont arrivés à peu près en 1993-94 et il y a eu ce pic de 1995 et ensuite il y a eu cette lente descente et qui a été attribuée aux néonicotinoïdes. Alors, ça a toujours été très difficile à démontrer, c'est pas simple, on pourra peut-être en parler dans les questions. Donc la décision du gouvernement, ça a été d'interdire tous les néonicotinoïdes en France, ce qui n'est pas le cas dans les pays voisins. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir si la situation des abeilles s'améliore. Voilà, bon, ça c'est juste pour résumer. C'était un rapport INRA qui résume un petit peu les 3 facteurs clés co-responsables du déclin des populations d'abeilles, donc les pathogènes, les pesticides et les facteurs environnementaux qui privent les abeilles d'une alimentation constante et de qualité. Voilà, et je voulais juste conclure. En fait, pour moi, je pense qu'on a un vrai besoin de ressources en pollen et nectar dans l'environnement. On manque vraiment de ces ressources. Je pense qu'il faut arrêter l'artificialisation des sols. Juste pour vous dire, on perd 20 mètres carrés de sol agricole toutes les secondes en France. Hein. Donc, il y a des belles déclarations pour arrêter l'artificialisation des sols, mais malheureusement, si ça s'est ralenti, c'est quand même pas encore arrêté, loin de là. L'utilisation raisonnée des pesticides qui reste une nécessité. Je pense qu'il y a des efforts de recherche à faire sur la génétique. Il y en a certainement d'autres d'efforts de recherche, mais un des points, ce serait d'avoir une filière de rennes d'origine contrôlée qui serait vraiment importante. La maîtrise des parasites de l'abeille, bon, qui est encore une fois pas complètement achevée. Il faudrait qu'on ait une filière forte par rapport à la concurrence, mais je pense que M. Montebourg en parlera mieux que moi. Et puis des données chiffrées, parce qu'on manque de données, on a du mal à avoir des données fiables sur ce qui se passe en apiculture. Et donc, on a absolument besoin d'avoir ces données. Et puis, je pense qu'il y a un volet qui se développe progressivement en apiculture, c'est le développement du numérique. Hein. Il n'y a pas de raison que l'apiculture ne bénéficie pas des mêmes progrès que les autres activités humaines. Et je terminerai par cette phrase que je trouve magnifique de Réaumur. Le faux merveilleux qui a été prêté aux abeilles sera remplacé par du merveilleux réel qui a été ignoré. Voilà, et je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions infiniment parce que effectivement, ça a été un exposé extrêmement riche, beaucoup de données, beaucoup de chiffres. Alors peut-être tout simplement, Monsieur Montebourg, que vous a-t-il appris? Y a-t-il des points sur lesquels vous avez été particulièrement soit étonné, soit interpellé? Comment vous-même, dans votre rôle d'entrepreneur, comment cette filière abeille, cette filière miel, on voit bien qu'il y a ce sujet, effectivement, de certaines idées reçues sur lesquelles, là, tout de suite, eh bien, Monsieur Fougereau nous a donné son point de vue. Il nous a dit qu'il y avait peut-être un certain nombre d'idées fausses qui circulent. Quelles sont celles que vous voulez aujourd'hui, bien tout simplement nous livrer? Quelles sont vos visions et vos idées d'entrepreneur sur cette question? D'abord, merci pour cet exposé documenté. Vous m'entendez bien, ça va? C'est parfait.
Merci. Merci pour cet exposé à la fois documenté et précis du professeur que je salue. Les chiffres sont assez partagés, hein. La documentation est assez précise et j'ai plutôt envie de dire que mes analyses sont assez recoupées avec globalement, en gros, hein, la présentation qui a été faite par le professeur. Alors, on a d'abord un problème de chiffres dans la profession apicole. Pourquoi? Parce que l'apiculture est une apiculture globalement aujourd'hui très majoritairement de loisirs et non pas professionnelle. Pourquoi? Parce que, en clair, vous avez beaucoup de pratiques amateurs dans l'apiculture qui conduisent de très nombreuses personnes à s'auto-instituer apiculteurs. Alors, ça a plusieurs effets pervers. D'abord, un effet statistique, c'est-à-dire qu'une ruche chez un apiculteur professionnel, qui est un outil de travail, en fait, n'a pas le même statut qu'une ruche chez l'instituteur du village qui veut montrer à ses enfants pourquoi et comment fonctionne l'apiculture. On a dans l'apiculture professionnelle un suivi statistique sanitaire qui permet d'avoir des analyses assez fiables sur la mortalité, les causes de mortalité, les problèmes économiques de la profession. Bon. Alors moi, là où je serais assez sensible sur les symptômes que révèlent les chiffres du professeur Fougeron, c'est la courbe de la mortalité, qui en fait, nous dit-il, depuis 20 ans est assez stable, ou plutôt la présence du nombre de colonies, avec un creux où on a une diminution de 300 à 400 000 ruches pendant 2-3 ans, montrant que finalement, il y a une reconstitution du même niveau constant de présence de l'abeille en nombre de colonies. Bon. Il y a une étude quand même de l'université de Reading à laquelle a participé l'INRA qui expose qu'il manque en idéal. Hein. Donc, c'est une analyse par le manque, ce n'est pas une analyse par la constance des courbes. Donc, c'est une analyse en creux, on va dire, qui expose qu'il manquerait 13 millions de ruches en Europe occidentale. Bon, donc, c'est une analyse beaucoup plus alarmiste que celle qui est faite et plus rassurante que celle qui est faite à partir des statistiques de France Agrimaire. D'ailleurs, quand on a une vision plus empirique de la question, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on écoute l'UNAF, qui est le premier réseau des apiculteurs, j'allais dire, non professionnels, hein, on va dire ça comme ça, sans péjoration de ma part, vous avez clairement une diminution de la présence des abeilles, des ruchers, des apiculteurs, etc., qui est dénoncée depuis maintenant un certain nombre d'années. Bon, donc, sur la question de y en a-t-il assez ou y a-t-il eu des pertes, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a une mortalité qui est surélevée en France et montrer que les colonies continuent à être au même niveau. Voilà. Ou alors elles sont particulièrement prolifiques, ce qui se ferait dans l'élevage, ce qui se ferait effectivement au détriment de la production de miel. Bon, enfin, on a un truc qui ne colle pas dans la cohérence globale de l'ensemble. Donc, si je dis que la vérité est un petit peu au milieu, bah, je dirais qu'on a quand même une chute de la présence pollinisatrice et finalement des difficultés qui se traduisent par des difficultés économiques dans l'apiculture, des difficultés sanitaires dans l'apiculture et une chute de la production de miel. Voilà. Bon, donc en fait, c'est comme ça qu'on va rabouter ces différents éléments d'information. Alors, évidemment, moi, je ne suis ni scientifique, ni statisticien de l'INSEE, ni apiculteur, rien de tout cela. Mais je vois à la fois ce qu'il y a sur le terrain, ce qu'on peut lire dans les statistiques, j'allais dire autorisées, et on voit bien que ce qui est intéressant, c'est les causes de la mortalité. Alors là où on a des chiffres qui sont parfaitement convergents, c'est sur le sujet de la mortalité. Et de ce point de vue-là, la mortalité naturelle est de 8%. La mortalité chez les apiculteurs professionnels est 15%.
La mortalité, ça c'est les chiffres des ADA, hein, Association développement l'apiculture, pour le développement de l'apiculture, des associations professionnelles régionales. Et elle est de 30% chez les amateurs, enfin les apiculteurs de loisirs, c'est-à-dire à peu près le plus gros de la troupe. Bon, donc on voit bien que sur la mortalité, moins on est professionnel, moins on maîtrise l'élevage de cet animal et la protection de cet animal qu'est l'Apis mellifera, et plus les taux de mortalité grimpent. Voilà. Et là-dessus, je suis aussi convergent sur les causes. Les causes, pour moi, c'est d'abord la disette. Souvent, les colonies d'abeilles meurent de faim parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de prise de conscience que les abeilles se nourrissent de fleurs. Donc, vous avez des tas de gens qui installent des ruches. On achète maintenant une ruche et un essaim comme on aurait un hamster ou un chat de gouttière, en expliquant ou en pensant qu'il peut parfaitement se débrouiller en allant à la chasse. Mais quand vous avez toute cette apiculture urbaine qui s'est développée, vous voyez apparaître des abeilles affamées qui viennent butiner le sucre dans les tasses de café parce qu'il n'y a pas de nourriture mellifère, de plantes mellifères en nombre suffisant dans les villes et même dans les campagnes. Vous avez un problème de raréfaction de la nourriture mellifère qui est lié à la mutation des pratiques agricoles. D'ailleurs, quand on regarde, et y compris sur les statistiques des cultures mellifères, colza, tournesol, vous enlevez ces deux grosses cultures qui sont devenues maintenant imposantes en France, et vous voyez qu'en dehors de ces endroits-là, si on enlève les haies, on garde un peu les forêts, il y a un peu d'acacia au printemps, on se retrouve avec des trous dans le calendrier des plantes mellifères. C'est-à-dire qu'entre le 15 mars et la Toussaint, vous avez des moments où les abeilles n'ont plus rien. Et c'est la raison pour laquelle les apiculteurs professionnels, maintenant, passent leur vie à transhumer, comme on dit. La transhumance venait du vocabulaire des bergers qui changeaient d'altitude leurs animaux en les faisant passer des alpages à l'étable entre les saisons. Ben maintenant, vous êtes obligé, quand vous êtes apiculteur, de mettre les ruches sur votre camion, de faire 500 km, d'aller chercher des emplacements où il y a des fleurs et où il y a de quoi les nourrir et de quoi produire du miel. Donc ça, c'est devenu la pratique professionnelle. C'est la grue, le camion, les ruches la nuit et la recherche des emplacements. Bon, ça, c'est un sujet fondamental parce que ça montre bien qu'il n'y a plus de milieu naturel aujourd'hui pour nourrir les animaux. Et c'est tout le sujet du calendrier des plantes mellifères. Sous nos latitudes, on peut dire qu'il y a entre 200 et 500 plantes mellifères. Et celles-ci ont été raréfiées. Les aubépines, les mûriers, la ronce, tout ça. Tout ça, on passe le Karcher, on met des herbicides, voilà, toute cette végétation, cette nourriture fondamentale et primaire de l'abeille a été maltraitée par les pratiques agricoles, y compris les pratiques para-urbaines, périurbaines ou urbaines. Bon. Et donc, nous avons à réfléchir, y compris à ces sujets. Et là, j'approuve parfaitement les analyses qui ont été développées sur les causes. Il y a aussi la question de l'absence de professionnalisme dans l'apiculture, puisque sans apiculteur, il n'y a pas de gardien des abeilles. L'abeille est livrée à elle-même. L'apiculteur, s'il est formé, il a un métier qui est extrêmement de haute technicité, extrêmement technique, qui le conduit à devoir procéder à la fois aux soins quand il y a des fléaux ou des mesures de protection quand débarquent les frelons, ou en même temps l'apprentissage de la soignade et des soins liés à l'apparition de Varroa destructor, ou encore lorsque il faut soigner l'animal. Donc là, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de miel bio en France, non pas seulement parce que les règles de certification du miel bio sont exigeantes,
mais parce qu'on est obligé de lutter contre les fléaux avec des molécules vétérinaires, de médicaments vétérinaires, et qui sont évidemment chimiques et qui n'existent pas à l'état naturel. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez le choix et le dilemme chez l'apiculteur entre, d'une part, soit avoir du miel pur et naturel, mais des abeilles qui meurent, soit avoir du miel non pur, bio et pas tout à fait naturel, et des abeilles qui survivent. Donc, vous voyez quand même que sur le plan économique, l'apiculture est une activité, un art extrêmement périlleux et difficile. C'est une des raisons pour lesquelles, quand nous avons créé Bleu Blanc Ruche, nous avons entrepris de soutenir à travers les choix du consommateur qui porte son choix sur nos miels Bleu Blanc Ruche, ce sont des miels tracés, origine France garantie, avec le nom de l'apiculteur sur le pot, avec l'adresse de son exploitation. Ça permet à nos clients de réviser les codes postaux et les sous-préfectures de France. Hein. Pourquoi? Parce que nous voulons que le consommateur soutienne directement l'apiculteur dans ses efforts de croissance de cheptel, de maintien du niveau de ses populations, et donc avec des niveaux de production satisfaisants. Je vois une question qui vient de paraître. Il existe des apiculteurs bio en France. Oui, mais vous allez dans toutes les chaînes bio, Naturalia, Bio C'est Bon, Biocoop, tout est d'importation. Voilà, parce que la quantité n'est pas suffisante et qu'il n'y a pas aujourd'hui de quoi satisfaire la consommation française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on importe la moitié, peut-être les 2/3, les plus mauvaises années, ou les 3/4 du miel que nous consommons. Il y a 20 ans, on produisait 40 000 tonnes de miel, on en consommait 40 000 tonnes. Et aujourd'hui, nous en sommes bien loin. Pourquoi? Parce que la filière de production de miel s'est affaissée économiquement. Vous avez de plus en plus d'apiculteurs qui soit n'ont pas la formation et abandonnent après les premiers désastres de mortalité, soit, s'ils sont professionnels, connaissent des coups durs avec des problèmes de maintien de cheptel, soit parce que économiquement, ils ne peuvent pas vivre de leur production, parce que la grande distribution alliée aux grandes marques de miel qui tiennent le haut du pavé dans la distribution ont cassé les prix avec des miels d'importation qui sont, d'après la Commission européenne et UFC Que Choisir, dans leurs enquêtes, à peu près à un niveau d'1/3 frelaté parce que mélangé et frauduleux. Bon. Donc le miel est devenu du faux sucre souvent. Pourquoi? Pour pouvoir casser les prix, avoir des prix extrêmement bas procurés sur le marché mondial. Et ça a pour conséquence de détruire l'apiculture mondiale. Il y a un professeur, je crois, qui est argentin, qui a travaillé pour Api Mondial, qui avait fait une analyse sur la façon dont il voyait ne pas fonctionner de façon concordante les statistiques à la fois de production de miel et d'augmentation du nombre de ruches. En clair, en Amérique du Nord, vous avez une augmentation de 5 à 10% du nombre de ruches installées, mais vous avez une chute de la production de miel de 5%. À peu près la même chose en Europe, grosso modo. Mais en Chine, vous avez une augmentation de 15% du nombre de ruches, mais une augmentation du tonnage de miel produit de 190%. Donc, on a compris à travers les analyses de M. Alagna, je crois qu'il s'appelle Alagna, j'en suis pas tout à fait sûr, je ne parle que de mémoire, excusez-moi, qu'il y avait là la cause des problèmes de l'apiculture mondiale, le dumping sur des produits qui sont relativement frelatés et de plus en plus indétectables grâce à la technologie de l'agrobusiness chinois, avec des usines à miel qui utilisent, ce sont des usines chimiques, hein, la cuisine chimique pour fabriquer du faux miel. Et nous sommes, nous, incapables, Européens, de nous protéger contre ça, ne serait-ce que pour faire remonter les prix du miel, ce qui est, à mon avis, une nécessité publique, de façon à protéger l'apiculture européenne et nationale. Voilà. Alors, j'ai résumé à peu près la situation vue de l'entrepreneur. Je préfère maintenant répondre à vos questions. On n'est pas du tout en désaccord avec le professeur.
Je dirais même que c'est assez complémentaire. En vous remerciant de votre attention. Un grand merci pour ces différentes informations et points de vue du professionnel que vous êtes sur ces sujets. Vous avez vu qu'il y a quelques questions et peut-être on va les prendre par rapport aux différents thèmes qui ont été abordés à la fois par vous-même et par le professeur tout à l'heure. Si monsieur Fougereau voulait bien remettre sa caméra, on va répondre et vous poser les questions à l'un et à l'autre. Moi, je vois dans les questions tout ce qui concerne effectivement la production, l'entretien des ruches et la question de ce métier d'apiculteur. Est-ce que les innovations technologiques, et notamment les questions numériques, peuvent aider à cette meilleure exploitation des ruches, à tout cet entretien peut-être facilité? Est-ce que les innovations technologiques numériques apportent des réponses, peuvent aider peut-être à retrouver et de l'efficacité et aussi de l'amélioration pour ce métier d'apiculteur si complexe, comme vous venez l'un et l'autre de le rappeler? Qui veut répondre à cette question? Moi, je peux peut-être commencer, puis je laisserai M. Montebourg compléter, si vous permettez. Moi, je crois beaucoup qu'il y a vraiment besoin d'une aide technique pour les apiculteurs, et je crois que le numérique peut apporter. Alors, je ne suis pas un spécialiste du numérique, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais comme l'a dit M. Montebourg, il y a beaucoup d'apiculteurs professionnels qui ont besoin de transhumer. Qui dit transhumer, ça veut dire apporter ses ruches à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de son lieu de domicile. Et en fait, pendant ce temps-là, c'est difficile de savoir ce qui se passe dans les ruches. Et donc, on a besoin d'avoir des outils de surveillance à distance, si je peux dire, qui permettent de savoir si des anomalies se produisent sur les ruches. Alors, on commence à voir des balances connectées qui sont quand même un outil précieux de complément et de suivi de ces ruches à distance, qui permettent aux apiculteurs d'intervenir lorsque on a d'un seul coup une chute de poids importante, par exemple, dans une ruche. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux solutions. Soit on fait les 100 km pour aller voir ce qui se passe dans la ruche, soit on a un outil qui vous dit attention, là, il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal, il faudrait aller voir. Donc, ça, je crois beaucoup. Il y a un deuxième volet sur lequel le numérique, me semble-t-il, peut être très utile, c'est tout le suivi des ruchers. Et vous savez, il y a des tas d'opérations que les apiculteurs font au fur et à mesure de la saison, des remplacements de rennes, des nourrissements, des observations qui sont faites sur les ruches. Et tout ça, normalement, doit être noté. Enfin, idéalement, c'est noté dans un cahier de suivi d'élevage. Mais le fait de pouvoir numériser ces opérations qui sont quand même pour beaucoup, sont assez répétitives, et d'avoir ça directement sur un fichier consultable permettrait là aussi de simplifier, parce que quand vous êtes en train de travailler dans vos ruches et qu'en même temps vous devez noter ce qui se passe, c'est quand même compliqué. Voilà. Donc, il me semble qu'il y a des outils qui pourraient, et puis je ne vois pas pourquoi l'apiculture serait exempte des progrès que peut apporter le numérique. Peut-être, Monsieur Montebourg, quelques exemples concrets peut-être par rapport aux innovations numériques dans le secteur tel que Pour moi, si vous voulez, pour moi, l'apiculture est d'abord un geste humain qu'il est difficile de maîtriser. J'ai créé une école d'apiculture, de hautes études apicoles, pour beaucoup de personnes qui veulent se reconvertir. Vous savez qu'il y a 10 millions de Français qui veulent repartir à la campagne, quitter leur métier dans les tours de la défense, les bullshit jobs, enfin, vous connaissez tout ça. Et en vérité, on a beaucoup de cadres de 40 ans ou même de jeunes de 30 ans qui, après un premier cycle d'études, ont décidé de se lancer dans l'apiculture professionnelle de haut niveau pour pouvoir maîtriser une exploitation qui les fasse vivre, eux et leur famille, et créer plusieurs emplois. Donc, nous, on a créé ça avec la filière à Dijon. L'école des hautes études apicoles, s'il y a des vocations, vous pouvez aller sur le HEA. Et ce qui est intéressant, c'est que pour nous, pour tous nos enseignants, qui sont à la fois des maîtres de stage, des apiculteurs, des gens du métier, l'apiculture, c'est d'abord un geste humain. Et la technologie, pour l'instant, c'est un investissement
très lourd, pas rentable, qui donne accès à un appareillage statistique même en temps réel, mais qui ne permet pas en quelque sorte de remplacer la sensibilité de l'homme protecteur des abeilles. Parce que c'est un couple extrêmement sensible, l'abeille et l'homme. C'est un peu le thème de notre conférence. Il y a l'abeille et la fleur. L'abeille fait parler la fleur, fait parler le terroir. Elle est son expression, en quelque sorte, à travers son miel et ses arômes naturels. Mais l'homme et l'abeille sont coopératifs, coopèrent. Et le numérique, pour le moment, est très coûteux. Et on a essayé de s'attaquer à ça avec l'ITSAP, l'Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation, qui est l'outil technique de la filière. On n'arrive pas aujourd'hui à rendre rentables les investissements dans les exploitations. Donc, c'est encore trop cher. Même les balances connectées, c'est trop cher. C'est le prix de l'essaim, c'est le prix de la ruche. Donc ça double tous les coûts. Et le miel n'est pas valorisé au point, ou même l'élevage n'est pas valorisé au point de pouvoir financer des investissements aussi importants. Alors peut-être à ce stade, j'entends, à ce stade. Quand les prix baisseront, on pourra peut-être y arriver. Alors, de fait, je crois que c'est ça. Pourriez-vous répondre à l'autre question qui va peut-être dans le sens que vous venez d'évoquer? L'apiculture agroécologique, économe en intrants, économe donc peut-être par rapport à ces questions de technologie très coûteuses qui, vous le dites là à l'instant, ne sont pas nécessairement les plus efficaces et de surcroît augmentent les coûts. Est-ce que ça, c'est pas du coup l'avenir de l'apiculture? Une apiculture économe en intrants, économe en gestes, peut-être plus naturelle et avec des circuits courts. Si on veut que aujourd'hui les abeilles sont structurellement menacées, donc on passe un vrai apiculteur, c'est d'abord un vétérinaire. En fait. C'est une sorte de médecin permanent qui surveille, qui s'inquiète. Bon, c'est ça le métier. Donc, il n'y a pas de retour à la nature aujourd'hui parce que les agressions et les fléaux sont partout et multiples. Donc, pour moi, le premier investissement pour un apiculteur aujourd'hui, ce n'est pas dans le numérique, c'est dans les plantations mellifères. Moi, j'ai connu des apiculteurs qui, vous savez qu'il n'y a pas besoin de terre pour faire de l'apiculture parce qu'en fait, vous placez vos ruches chez les agriculteurs ou les propriétaires fonciers où il y a des fleurs, des plantes mellifères. Et donc, mais il y en a de moins en moins. Et en fait, j'ai vu des apiculteurs qui avaient consacré une partie de leur petite terre à planter des forêts d'acacia, par exemple, ou à mettre en taillis des ronces, ou bref, à organiser en quelque sorte le nourrissement de leurs animaux par la structuration de plantations. Donc, pour moi, aujourd'hui, s'il y avait à utiliser, par exemple, la loi sur la biodiversité qui permet de créer des sites naturels de compensation, il faudrait créer des fermes mellifères selon un modèle qui serait non plus de la culture pour l'élevage, les ovins, les bovins, les chevaux, que sais-je, ni pour les animaux, le blé, l'orge, le colza, pour les êtres humains, le blé, l'orge, colza, tournesol, etc., ou les animaux, le maïs, etc., mais pour les abeilles. Et donc là, je suis en train de travailler avec un mécène où on va faire le prototype, on va créer une ferme mellifère qui permet d'éviter la transhumance pour l'agriculteur, pour l'apiculteur, pardon, en organisant un calendrier complet des plantations, des fleurissements mellifères entre le printemps et la Toussaint pour qu'il n'y ait plus besoin d'utiliser du gasoil et mettre les ruches sur le camion, les amener à 100, 200, 300, 500 km. Et donc faire en sorte qu'on ait un modèle complet de plantation mellifère qui assure le nourrissement toute l'année, toute la saison où les abeilles n'hibernent pas, permettant leur nourrissement. Voilà. Moi, c'est là-dessus que nous, on dirige nos investissements. Avis aux amateurs. Oui, on les entend, ces idées magnifiques. Monsieur Faugereau, qu'en pensez-vous? Est-ce une solution? Y en a-t-il d'autres?
Non, mais ça je suis complètement d'accord sur la priorité, c'est-à-dire de redonner, enfin de lutter contre ces disettes permanentes ou que l'on rencontre dans les campagnes. Donc, est-ce que c'est au travers de fermes mellifères, est-ce au travers d'incitations, d'aménagements en faveur de ces ressources mellifères? J'en sais rien. Toujours est-il que il y avait eu une tendance, enfin, la politique agricole commune il y a quelques années avait valorisé ce qu'on appelait les jachères mellifères, c'est-à-dire les agriculteurs qui étaient incités à planter une jachère mellifère avaient une valorisation de cette jachère qui était très intéressante. Et ça, je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver ces espaces mellifères en France. Alors, tous les moyens sont bons, je serais tenté de dire, soit à travers des fermes, soit à travers des incitations collectives. Tous les moyens sont bons pour remettre de la fleur dans l'environnement. La fleur utile. Il ne faut pas mettre non plus n'importe quoi, il faut faire attention. Mais en tout cas, ça, c'est un point fondamental. Non, simplement le numérique, je suis d'accord que pour l'instant, c'est investir 500 € dans une balance connectée, bah, voilà, c'est un coût d'investissement et au prix où le miel est valorisé, ce n'est pas forcément très, très judicieux. Simplement, j'espère qu'il y aura des incitations techniques. Je pense que c'est des technologies qui vont s'améliorer. Enfin, je ne vois pas pourquoi elles ne s'amélioreraient pas. Et j'espère que le coût sera réduit. Et j'espère que ça profitera aux apiculteurs qui, malheureusement, ont encore besoin pour l'instant de transhumer. Je pense qu'ils auront toujours besoin d'ailleurs de transhumer, puisque les gens qui veulent faire de la lavande, ben on sait, ils se précipitent. Au moment de la floraison de la lavande, vous avez des apiculteurs qui viennent d'un peu partout parce que le miel de lavande est plus valorisé. Et là, le pilotage à distance, enfin, la connaissance de ce qui se passe dans les ruches à distance, c'est un outil qui sera vraiment utile. Donc voilà, je pense. Mais je suis d'accord sur l'analyse. De très loin, c'est la question de la disette. C'est un problème fondamental. La deuxième question, moi, qui me semble importante, c'est comment gérer tous ces parasites que l'on gère un petit peu comme on peut, avec des outils qui ne sont pas forcément toujours très adaptés. On a parlé effectivement des agriculteurs bio. Alors, je crois que les apiculteurs bio peuvent utiliser le thymol, me semble-t-il, qui est malheureusement pas toujours au niveau d'efficacité des antivarrois, des produits antivarrois de synthèse. Et donc voilà, c'est une difficulté. Et donc, le deuxième volet, c'est ça. C'est vraiment ce que disait M. Montebourg, le côté vétérinaire. Hein, comment aider les apiculteurs à gérer tous ces problèmes parasitaires de la façon la plus utile. Et puis, le dernier volet, je pense que c'est quand même l'organisation de la filière qui a vraiment besoin d'être structurée pour faire face à toutes ces concurrences internationales. Je crois que c'est 30% du miel français qui est en provenance de Chine. Voilà, moi je voudrais vous poser une question qui arrive de nos participants sur justement cette organisation de la filière miel, de cette capacité à contrôler notamment ce que M. Montebourg exposait longuement sur ces miels frelottés. Comment fait-on, comment peut-on contrôler? Avez-vous là des solutions pour la protection, si je puis dire, de notre miel français? Écoutez, excusez-moi de prendre la parole, mais on a des services des douanes, on a un gouvernement, c'est fait pour ça. Voilà, la France est le pays le plus ouvert de l'Union européenne, qui elle-même est la région la plus ouverte du monde. Donc, il y a un moment, la passoire, c'est plus acceptable. On l'a fait sur les jouets, on peut le faire sur des tas de choses. Donc, excusez-moi, il suffit de dire tous les miels d'importation extra-européens, ils vont se faire dédouaner. On les contrôle les uns après les autres. De toute façon, ce n'est pas un produit périssable, donc ça peut durer. On leur fait prendre la file d'attente, l'affaire est réglée. Si j'étais ministre de l'Agriculture, je ferais ça. Voilà. Donc, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique. Et c'est l'ancien ministre qui vous le dit, de l'économie, de l'industrie et du redressement productif. Exactement, mais de fait, comment expliquez-vous que ça ne soit pas fait, du coup, ces contrôles? Mais parce que nous avons affaire à des libéraux, c'est-à-dire que le laisser-faire, c'est la religion du monde. Le marché, c'est mieux que toute intervention de l'État. L'État, c'est mal. Non, l'État, c'est ce qui nous sauve. C'est le marché le problème. L'État, la solution dans de nombreux cas, pas toujours. Hein? Donc, on a affaire à des idéologues.
laissons faire. Moi, je suis allé voir le gouvernement avec toute la filière. J'ai demandé au ministre du Commerce extérieur, ils ont dit, écoutez, les Chinois ne laissent pas entrer nos miels en prétextant des problèmes sanitaires. Et ils nous envoient leur cochonnerie. Qu'est-ce que vous foutez? Il a dit, oh, on ne sait pas, la commission, ceci, cela. Je dis, démerdez, c'est ton boulot, ministre, va faire ça. Il n'a rien fait, il vient d'être débarqué. Voilà. Moi, je crois qu'il y a. Donc, il y a vous aussi avez un geste... ministre du Commerce extérieur tous les ans qui ne fait rien. Voilà. Alors professeur, monsieur le professeur, vous pense que de gueule avec moi quand même. Moi, je pense qu'en complément, il y a quand même un geste des consommateurs qui doit être fait. Quand vous voyez qu'il y a des miels qui sont étiquetés origine Europe et hors communauté européenne, donc la seule chose dont on est sûr, c'est qu'ils ne viennent pas de la Lune. Mais à part ça, on ne sait pas d'où ça vient. Et je pense qu'il y a aussi un geste consommateur qui est de limiter la consommation de ces miels dont l'origine est incertaine. Donc voilà. Donc consommer du miel local et consommer du miel français. Merci professeur. Voici une publicité pour Bleu Blanc Ruche, origine France Garantie. Voilà. Sur internet, bleublancruche.fr. Merci professeur. De quelle façon peut-on aussi peut-être imaginer des diversifications de production? Parce que vous évoquez le miel, il y a eu des questions aussi sur les autres types d'utilisation, par exemple de la cire d'abeille dans le cadre de bougies végétales. Est-ce que ça peut être d'autres types de débouchés? Est-ce qu'il y a sur cette filière d'autres activités économiques et d'innovation à développer? Oui, bien sûr. Il y a une activité qui existe déjà, qui est la pollinisation, le service de pollinisation, qui est facturé aux agriculteurs ou aux producteurs de semences. Donc ça c'est un service qui existe, qui est fourni par les apiculteurs, qui est un complément de revenus, voire des fois une activité principale. Ensuite, il y a la cire. Alors, la cire, c'est une grande question. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la cire, mais je suis inquiet sur l'histoire de la cire. Je vois les prix de la cire vendue aux apiculteurs qui augmentent régulièrement, qui deviennent, me semble-t-il, prohibitifs. Et on aurait vraiment besoin d'avoir une filière de production de cire qui soit bien identifiée, qui soit fiable, dont on puisse connaître l'origine. Alors, je sais qu'il y a des gros apiculteurs, des professionnels qui font leur cire eux-mêmes. Donc là, c'est parfait. Ils sont en autonomie complète. Mais pour beaucoup d'apiculteurs amateurs, vous êtes obligé d'aller acheter de la cire dont vous ne savez pas d'où elle vient, que vous payez en général plus de 20 € le kilo. Donc, c'est un poste conséquent dans l'économie d'un producteur de miel. Et en plus, on a eu des cas comme ça de cire frelatée, c'est-à-dire de cire qui n'était pas de la cire d'abeille, mais qui était des mélanges de stéarine, d'autres produits dans lesquels les abeilles ne se retrouvaient pas. Et elles passaient leur temps à sortir cette cire frelatée plutôt que de s'occuper de leurs larves ou d'aller chercher du miel. Et donc ça, une filière fiable de production de cire, ça me semble être un point important. Et il me semble que ça pourrait être une activité qui soit rentable. Faudrait à étudier, mais ça me semble être un point important. Voilà. Et puis après, il y a des demandes, mais alors beaucoup plus ciblées sur la gelée royale, mais qui, bon, là, c'est un travail très particulier. C'est une technologie, enfin, moi, personnellement, je suis pas compétent et j'aurais beaucoup de mal à le faire, mais qui peut être intéressante, sachant que là aussi, la gelée royale, on est concurrencé, on a la concurrence de la gelée royale qui vient de l'étranger, avec des Chinois qui vendent la gelée royale à des coûts qui défient toute concurrence. Encore une fois, il faut de la protection. Est-ce votre avis, monsieur Montebourg? Non, j'approuve. Merci, professeur. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On a des inquiétudes sur la cire. On a découvert des molécules très indésirables qui sont interdites depuis plusieurs décennies dans de la cire en circulation. Hein. Donc, on a des problèmes avec la contamination de la cire. De même qu'on a des sols qui aujourd'hui sont contaminés par des molécules indésirables, interdites depuis des années, qui ne sont toujours pas parties, malgré les conversions à l'agriculture biologique. Donc, c'est un énorme problème. On a pollué durablement nos écosystèmes.
Donc, on a une inquiétude à avoir et vous avez donc des insectes pollinisateurs qui périssent de ça encore aujourd'hui. Donc, les mortalités, ça vient de loin. Et il y a un rapport aussi avec ça. Même si, pour moi, la première cause reste, je partage ce point avec le professeur, reste la disette, la faim. Oui. Donc, dans le cadre du développement économique, si vous pensiez qu'il y a aujourd'hui des débouchés, des possibilités de nouvelles activités, quelles sont, à vos yeux, celles sur lesquelles il y a une certitude de pouvoir marquer des points, de pouvoir développer peut-être des emplois ou développer de l'activité économique en France? L'activité numéro 1, c'est l'élevage et le miel. L'Alger royal, ça reste très marginal. L'activité de pollinisation est en recul puisque les surfaces de colza tournesol et de multiplication de semences dans l'agriculture a diminué. Hein. Même si nous sommes premiers exportateurs de semences, il y a une réduction des surfaces parce qu'il y a un départ il y a beaucoup de délocalisation dans l'agriculture, hein, et pas que dans l'industrie, il faut le savoir. Hein, il y a 20% de la surface agricole utile en France qui est à l'état de friche. On parle des friches industrielles, on pourrait parler des friches agricoles. Et l'activité de pollinisation n'est pas très rémunératrice. Hein, c'est environ entre 30 et 50 euros la ruche, 3 ruches à l'hectare, faites les comptes, c'est un appoint pour le printemps ou l'été. Mais ça ne nourrit pas. Évidemment, aux États-Unis, où il n'y a plus, où la nature a été saccagée, où il n'y a plus suffisamment de colonies d'abeilles, la pollinisation est rémunérée de $150 la ruche, c'est-à-dire qu'en fait, ils payent le prix de la mort de l'abeille. Et comme elle meurt, généralement, vous payez le prix du remplacement. Bon, je ne pense pas qu'on serait heureux d'en arriver là économiquement en France. Et pensez-vous qu'il y a des expériences à repérer à l'étranger qui peuvent être intéressantes? Quels sont, à vos yeux, les exemples les plus emblématiques ou intéressants à suivre à l'étranger? En fait, à l'étranger, ce qui marche, c'est aussi d'avoir des miels qui soient consommés. Comme je l'ai dit, les miels sont consommés par les consommateurs, comme les pâtes à tartiner. Et en fait, il y a eu des succès dans les productions de miel sur des miels qui étaient très caractérisés. Je pense, il y a un miel qui est célèbre, hein, qui s'appelle le miel de Manuka, qui est un buisson qu'on trouve en Australie et qui en fait a fait l'objet d'études par des médecins qui ont démontré que ça avait des vertus médicinales intéressantes. Et donc, il y a eu d'un seul coup un engouement pour ce miel de Manuka. Je pense que ça serait intéressant qu'on ait des études du même type pour inciter les gens à revenir à la consommation de miel. Parce que je pense que quand même en apiculture, enfin, sauf changement très radical que je ne vois pas venir comme ça, le gros de l'activité apicole, c'est quand même la production de miel. Et donc, c'est celle-là qu'il faut valoriser en premier. Donc, d'abord l'augmenter pour satisfaire autant que possible, avec du miel local, la consommation nationale, c'est-à-dire de ne plus être dépendant d'importations à 50 ou 60% d'importations venant d'autres pays. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est que ces miels soient rémunérés à des valeurs satisfaisantes et qu'on n'assiste pas à des dumpings permanents sur le prix du miel. Et puis troisièmement, c'est que réinciter les gens à consommer du miel par rapport à d'autres sources de matières sucrées. Voilà. Alors, du côté des activités économiques, vous allez pouvoir observer ici que les 14 miels bleu blanc ruche qui sont tous tracés sur le pot de miel ont donné lieu à des activités de transformation en pain d'épices, en nonette, mini nonette, hydromel, nougat et miel noisette pur et naturel. Donc en fait, vous avez des tas d'apiculteurs qui font ça. Et je pense que le produit dérivé, le produit gourmand issu de l'activité apicole, vous avez pas mal
de déboucher dans la transformation. Là aussi, la valorisation de la matière première agricole doit faire partie de l'esprit dans lequel les apiculteurs doivent travailler. Donc, c'est ce que nous faisons, nous. Et c'est vrai que comme on finance en quelque sorte, on paye mieux entre 5 et 18% plus cher que le prix de marché auprès de nos 45 apiculteurs en France, nous achetons plus cher leur travail et le travail de l'abeille. Et nous associons le consommateur à cet effort-là. Et c'est vrai que ça permet d'associer le consommateur à la cause du repeuplement, de la présence pollinisatrice en France. Je voudrais peut-être pour terminer poser une question par rapport à notre contexte du Covid-19, de cette crise incroyable que nous venons de vivre et qui n'est peut-être pas terminée, bien sûr, avec cette pandémie qui touche aussi bien les abeilles que les hommes. Quels sont, à vos yeux, les différents peut-être points d'impact de cette pandémie, de ce moment de confinement qui a permis peut-être à des abeilles de retrouver un certain nombre d'espaces, ou peut-être y a-t-il eu des changements? Y a-t-il eu aussi des changements par rapport à la consommation du miel, à la découverte de ce dont on parle depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que ça a changé le Covid-19? Peut-être une prise de conscience de l'alimentation de proximité est un outil à la fois de soutien à l'économie menacée, mais aussi à une garantie pour la santé. Donc, ce mélange des sensations a produit une explosion du circuit court. Nous avons eu des niveaux de croissance à 3 chiffres pendant le Covid sur le site internet bleublancrouge.fr parce que les gens choisissaient leur miel, leurs apiculteurs, etc. et restaient en quelque sorte branchés à des terroirs, des territoires. Donc, cette prise de conscience, à mon avis, elle est irréversible. Elle a marqué beaucoup de points et évidemment, beaucoup de choses vont changer, y compris le fait d'arrêter de s'entasser dans les métropoles, de retourner vivre à la campagne, de trouver d'autres nouveaux métiers, de nouvelles vocations. On voit bien qu'il y a un afflux de candidatures à notre école. On le voit aussi. Voilà. Donc ça, c'est un point d'optimisme. Très optimiste, toujours, chère madame. Non, je suis d'accord, la consommation locale a vraiment pris de l'ampleur. Les gens ont eu peur, vous savez, à une époque où on s'est posé les questions sur les farines. Bon, la France est un grand producteur de céréales, on ne manque pas de farine en France, ça c'est sûr. Mais quand les gens ont vu les rayons vides, il y a eu un mouvement de panique qui a remis un peu l'église au centre du village et qui a montré que la production locale, c'était important, qu'on ne pouvait pas être sans arrêt dépendant. La globalisation, c'est formidable, mais elle a ses limites. Et qu'on a besoin d'avoir des autonomies. Et l'autonomie en production de miel, je pense que c'est important parce que voilà, on n'est pas à l'abri d'un problème, que ce soit sanitaire ou politique, qui fait qu'un jour ou l'autre, on a un approvisionnement qui se tarit avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la consommation. Et donc, je crois que effectivement, l'épidémie a révélé ça. Et je sais que à l'Académie, on a travaillé sur cette question de l'autosuffisance alimentaire d'une manière générale. On n'a pas particulièrement parlé du miel, mais d'une manière générale. Et on peut être inquiet de ce besoin, de ce manque d'autosuffisance que l'on risque, vers lequel on va en fait en France, l'autosuffisance alimentaire. On peut se poser des questions. Et je crois que c'est un des points sur lequel il faudra être vigilant à l'avenir. Voilà, ne pas dépendre forcément d'autres pays qui peuvent fermer le robinet d'un jour à l'autre pour différentes raisons. Mais oui, moi je suis optimiste aussi. Hein. Je crois beaucoup à l'avenir de l'apiculture française. Moi, je suis heureuse de vous entendre sur cette fin de webinaire avec cette note d'optimisme et aussi de voir à quel point il y a dans l'innovation, dans les changements de comportement, dans ce qui vient de se passer aussi avec cette crise du Covid, des points qui peuvent permettre encore plus d'engouement. Je voulais peut-être vous demander si vous aviez en un mot le point qui vous paraît être le plus important à souligner par rapport à ce qu'est aujourd'hui cette cohabitation abeille-homme. Si vous deviez le dire en une phrase, un mot, qu'est-ce qui serait pour vous le plus important à mettre en avant, Monsieur Montebourg?
Vive le Made in France. Défendez les miels fabriqués ou produits en France. Et pour vous, Monsieur Fougeron? Fleurissez la France. Mettez des fleurs. Voilà, donc on le voit, vous faites appel à chacun de nous, à chacun de nous tous, que l'on soit scientifique, que l'on soit chef d'entreprise, que l'on soit expert, que l'on soit tout simplement amateur d'abeilles, que l'on soit tout simplement amoureux des abeilles ou tout simplement de la nature. Il nous reste à vous remercier et vous remercier vous tous qui nous avez écoutés, qui avez participé par vos questions, par vos réactions. On voudra toujours vous dire que n'hésitez pas à regarder et revoir en replay ce webinaire. Il sera mis sur la chaîne YouTube de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et nous vous donnerons rendez-vous à la rentrée de septembre, le 17 septembre, pour un prochain PDSI avec l'ensemble des partenaires, avec nos associations partenaires, hein, que ce soit la FAS, l'IESF, aussi l'association Bernard Grégory et l'ensemble de ces partenaires et participants qui contribuent et qui, grâce à cette collégialité, cette amitié aussi, je crois qu'on le sent, on l'entend dans les propos qui sont aujourd'hui échangés. On est tous ensemble, faiseurs d'un monde, faiseurs d'avenir. Et merci à vous tous, merci pour votre participation, merci à nos deux intervenants d'aujourd'hui. Vous êtes extraordinairement clairs, brillants et convaincus et optimistes. Alors, tant mieux. On se dit à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci à vous.